Madame Pale, on a besoin de nous. Madame Pell, on a besoin de nous. On a besoin de nous. On a besoin de nous. Devinez qui est là. Steve. Que vous êtes perspicace. Je n'entre qu'un instant, le temps de boire une coupe entre deux surprises parties. Que vous avez frappé à la bonne porte. Bonjour et bienvenue dans On a besoin de nous, le podcast français consacré à la série Chapeau melon et bottes de cuir, toujours animé par Eric. Bonjour, et puis par Antoine, bien entendu, comme d'habitude. Bonjour Eric, et aujourd'hui c'est avec une pointe d'amertume que je dois vous faire part de l'échec d'une de mes plus grandes enquêtes. Depuis des mois je traque un fourbe marchand d'images, vendant dans une apparente clandestinité des photos inédites et parfois des fakes issus de la série. Aussi discret qu'un ours polaire sur une banquise, le sinistre individu se fait payer en caisse de champagne et délivre systématiquement les négatifs dans une vieille cabine téléphonique. Et alors que je pensais le prendre en flagrant délit, j'ai découvert un coupable inattendu. Le Yeti Image, un petit robot à l'appétit d'ogre, conçu à l'origine pour numériser les albums de famille, et qui depuis a développé un goût intéressé pour les archives. Hélas, le bougre laisse sa trace, un vilain tampon bien visible sur chaque image qu'il diffuse. Oh, le quotient de sécurité de cet agent Yeti sera réduit à 0 pointé. Aujourd'hui, on s'attaque à Affectueusement Vôtre. C'est vous qui avez choisi cet épisode parmi 4 Tarakings que l'on vous avait sélectionnés. Et autant dire, Eric, qu'on est assez ravis de parler de cet épisode, puisque l'un et l'autre, on l'aime beaucoup. Ben oui, c'est un épisode que je connais bien depuis longtemps. Donc j'étais ravi que ça tombe sur celui-là, quoique les autres aussi, j'aurais été ravi de les étudier. L'agent Antoine nous a fait une petite découverte en revoyant l'épisode qui est tout à fait délicieuse et qui l'éclaire voilà, sous un autre jour. Il est consacré à Tara, c'est un spécial Tara. On est sur son personnage qui est chargé d'une mission très importante. C'est aussi un épisode qu'il faut situer là où il se trouve, c'est-à-dire en fin de saison. On arrive vraiment à la fin de saison. Donc voilà, il y a un petit peu ce côté, un parfum un petit peu plus sérieux, je trouve, dans la fin de saison. On a quelques scènes qui font un peu froid dans le dos quand même, hein, notamment l'interrogatoire de Tara par Mergrand et d'autres agents. Oui, puis un côté espionnage qui anticipe sur de nombreux points la formule des New Avengers, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard. Quand on a choisi ces 4 épisodes de Tara King, on voulait trouver des épisodes qui mettent en valeur le personnage de Tara King. Il y a beaucoup de fans qui disent « Ah mais pourquoi elle n'est pas tout le temps comme dans Miroir ?» En fait, on voulait vous montrer que si, il y a plein d'autres épisodes où elle est tout aussi intéressante et tout aussi bagarreuse. J'ai envie de la répondre, mais à partir de Miroir, elle devient comme ça tout le temps, en fait. Si ça vous a échappé, déjà l'épisode suivant, qui est tourné quasiment en même temps que Miroir, quand vous avez proposé aussi, qui est à vos souhaits, où elle est une véritable plaie pour les méchants. Il y a Je vous tuerai à midi qu'on peut pas mettre de côté, où elle est quand même la femme d'action de l'épisode. Et celui-là, dont on va parler aujourd'hui, où on tombe sur une Tara en tenue de commando, le visage passé à la suie, des grenades attachées à la taille, et elle se jette sur ce qui va s'avérer être la War Room des services secrets. Jeremy Burnham qui écrit le scénario de cet épisode, Jeremy Burnham qui était sur le tournage de Ne m'oubliez pas, et qui a dû voir justement cette Tara Commando. C'est comme ça qu'elle nous apparaît dans Ne m'oubliez pas. Agent 02, par là. Votre adversaire est par là, 02. Par là. Par là. Ces nouvelles recrues sont rien trop enthousiastes. Rien, en effet, c'est sans importance. Et lui, il a, je pense, voulu réutiliser cette Tara militaire avec son arsenal. C'était une très bonne idée parce qu'on a une belle séquence d'action pour commencer cet épisode. Oui, excellente réalisation. Là, pour le coup, c'est Don Chaffee qui s'y colle sur cet épisode. Celui-là, quand elle attaque les 2 gardes à l'entrée de la War Room, il est particulièrement bien vu avec une caméra qui est embarquée sur la chaise. Des jeux sur le fait qu'on ne voit plus les acteurs de la bagarre, comme au bon vieux temps de la saison 2 ou 3, mais là c'était involontaire. Et puis ce jeu dans le circuit de ventilation, il y a effectivement des accents de saison 2 et 3, puisque cette War Room qui se trouve dans les
dans les sous-sols d'un département des services secrets. Ça fait très le Cocon, où Steed engage déjà une voleuse pour aller voler des informations. Je me demande quand même si les scénaristes n'allaient pas jeter un œil sur les premiers scripts des premières saisons de temps en temps, parce qu'il y a un côté Cocon, effectivement, affectueusement. Vôtre a très largement servi de source d'inspiration pour le New Avengers, Steed et la Voyante, et même Otage d'ailleurs pour les deux, pour ces deux épisodes. Ouais, sur la formule New Avengers de façon générale, parce que cette remise en cause de la trahison de certains agents, les questions d'allégeance, les questions de guerre froide, c'est un épisode qui aussi, bon alors on avait eu Fogg, hein, on avait eu Mickey et Steed aussi qui avait des contextes géopolitiques un peu plus grands, mais là on a quand même un épisode qui est carrément assumé guerre froide, avec très peu d'excentricité aussi. Hein. Oui, il y en a très peu. On a juste les éléments minimums pour ne pas basculer dans un épisode qui serait pas assez Avengers. On a évidemment l'adorable vieille dame de la fin. Mademoiselle Culpepper sait lire sur les lèvres mieux que personne en Grande-Bretagne. Également le méchant, alors qu'on pourrait qualifier de, aujourd'hui on dirait métrosexuel, ce méchant qui ne s'intéresse qu'à son physique, qu'à sa beauté, qu'à son élégance. Et ça ouvre sur son visage d'argile. Sur un masque de beauté, on ouvre. Donc ce personnage qui passe tout l'épisode à s'occuper de lui et qui est quand même un méchant bien excentrique. Voilà. Mais il a aussi cet environnement qui est très japonisant. Il y a un mélange qui est très détonnant et qui fait vraiment formule Avengers et qui vient rattraper le côté très terre-à-terre de cet épisode. Et c'est pas drôle quoi, la War Room. Moi je me demande même s'il n'y a pas un renvoi à Dr Folamour, tu sais, avec cette salle, avec la carte du monde. Oui, tout à fait. Les missiles. La trahison de Tara, la question du jour, est-ce que l'agent King, l'agent numéro 69, a-t-elle trahi, quoi? C'est ça la question. Et c'est surtout parce que ça va faire très mal à Steed. Mais justement, est-ce que ce n'est pas le moment de parler de ce point de vue particulier que nous avons sur l'épisode? Comme on aime beaucoup affectueusement Vôtre, on s'est dit ça va être un plaisir d'en parler, mais en fait on savait pas tellement par quel bout on allait le prendre. Alors on avait chacun notre lot d'anecdotes, on reviendra sur quelques-unes parce qu'il y a des choses à dire sur le tournage, mais au niveau de l'angle d'attaque on n'était pas certain. Moi j'ai quand même moins travaillé sur les scénarios de Jeremy Burnham alors que je les aime beaucoup, et en le revoyant je me suis dit mais en fait c'est évident, il faut qu'on parle de la relation Steed-Tara. Après notre décortiquage du retour des cybernautes, et bien en fait on peut faire un décortiquage quasiment analogue. Tara est chargée de cambrioler la War Room, d'en trouver les secrets, mais la War Room en fait c'est une métonymie des secrets de Steed, puisque c'est Steed qui est le grand inventeur de la War Room. Je n'ai pu faire aucune brèche. Je pensais bien que vous n'y parviendriez pas. Pourquoi? Parce que la personne qui a conçu ce système de sécurité s'est donné en l'occurrence beaucoup de mal. Oh, à propos, qui est-ce? C'est moi. Sa relation avec Steed fait pas tout à fait au beau fixe, et que jusqu'à la fin de l'épisode, elle est teintée de beaucoup de tristesse, beaucoup de zones d'ombre et de beaucoup de rivaux. Il n'est pas un agent à l'ombre qui ne vous guette d'une façon ou d'une autre. L'appartement de Tara n'a jamais été autant traversé par autant d'hommes. On pourrait presque se demander si c'est pas un clin d'œil à Linda Thorson elle-même, parce que c'est la seule Avengers Girl à laquelle la production a demandé d'arrêter d'aller déjeuner dans la salle à manger des cascadeurs, qu'elle avait une salle à manger à sa disposition qui était celle des stars et qu'elle ne voulait plus qu'elle aille déjeuner avec les cascadeurs. Question d'image. Bon, et là, c'est comme s'il y avait plein de cascadeurs qui traversent son appartement. Hein. Il y a évidemment l'agent Zaroff qui va laisser des empreintes partout. Il y a l'agent Fairfax qui est en pleine enquête, se souvient qu'elle habite là. Tiens, c'est pratique ça, il connaît l'adresse de Tara. Et donc il monte chez elle. Il est très bien reçu, hein. Elle est adorable. Jimmy Fairfax, donc voilà une surprise. Bonjour, Tara. Qu'est-ce que vous faites ici? Je me suis souvenu que vous habitiez ici. Puis-je me servir de votre téléphone? Bon, alors asseyez-vous et faites comme chez vous. Nous allons avoir le peu sympathique mais joli garçon qui est Aubrey Philipson. C'est peut-être un des seuls personnages qui a réussi à entrer dans la chambre de Tara. Ça, c'est intéressant, on s'en rendra compte quand il va croiser John Steed à un moment. Et puis si on veut y aller carrément et mettre un peu d'humour dans tout ça, il y a même carrément un autre mec qui est venu se pointer dans l'appartement de Tara dans cet épisode. C'est le Saint Simon Templar en personne, lui rend visite. Bon, évidemment, c'était une visite de Roger Moore sur le tournage, comme d'habitude. Il y a des jolies photos. C'est drôle parce que tout ça, ça ressemble peut-être un petit peu aussi à Linda Thorson. Ça pourrait être presque un pied de nez. Steed, au contraire, est très absent. Il vient en début d'épisode poser un défi à Tara. Il lui dit, voilà, il faut que vous essayiez de rentrer dans cette chambre forte. Et ensuite, Steed va être relativement absent jusqu'à la toute fin de l'épisode. D'ailleurs, Patrick Macnee n'a que quelques jours de tournage. Hein. Il est probablement en train de tourner un autre épisode. Mais le fait que Steed soit absent, justement, ça
ça laisse planer un doute sur est-ce que Tara ne serait pas en train de lui faire justement des infidélités. Quand l'allégeance de Tara est mise en doute, il y a ce personnage qui apparaît quelques secondes, mais qui pourrait faire l'office de pas mal de détricotage. C'est un passant que Steed croise dans la rue en se rendant chez lui, qui a organisé ce coup monté avec Tara pour essayer de le convaincre que finalement Tara n'a pas trahi les services secrets. C'est le garçon qui m'a heurté tout à l'heure. Oui, c'est exact. Mais pour autant que nous sachions, c'est peut-être un agent ennemi qui sait. Plutôt compromettant, vous ne croyez pas? À vous voir, on jurerait que vous vous connaissez. Qui est-ce? Un ami à moi. Il est très intéressé, Steed, quand il voit cette photo, mais c'est pas l'opération, c'est qui est-ce en fait. Franchement, c'était pas le souci à ce moment-là de savoir qui c'était. Et c'est lui qui m'a téléphoné? C'est lui. Félicitations, Tara. La question n'est pas de blanchir Tara ou n'est pas de mettre à l'épreuve la version de Tara, mais de dire mais qui est cet homme qui vous a aidé? Who was that man? Il faut revenir au titre quand même. Quel est cet homme avec qui je vous ai vu? Oui, voilà. C'est quand même, ça dit tout quoi. C'est sur un épisode sur la jalousie, sur un épisode dans lequel Steed découvre dans la première scène qu'ils ont tous les deux quand Tara rentre de la War Room au début et qu'elle passe d'ailleurs, c'est très intéressant, elle passe de sa tenue de commando à une tenue ultra féminine. Elle va passer un déshabillé qu'on a déjà vu d'ailleurs, avec des plumes d'autruche. Elle se met un petit nœud dans les cheveux. Bon, Steed va ouvrir la porte parce qu'on frappe à la porte, on apporte des fleurs pour Tara. Steed trouve dans le bouquet un collier de perles. Il y a carrément quelqu'un qui envoie des fleurs avec des perles à Tara. Et d'ailleurs, il lui pose la question, il dit « Oh !» Il regarde la carte signée d'un certain G, mais qui est donc affectueusement votre G, et elle ne répond pas, mais d'une manière très insolente d'ailleurs. Elle ignore totalement sa question. Donc oui, jalousie, il peut y avoir à ce moment-là, effectivement. parce que Zaroff utilise peut-être quelque chose qui existe déjà. Des fleurs pour vous, ma chère. Merci mille fois pour tout. Affectueusement votre G. Qui est affectueusement votre G? Vous croyez sincèrement que la salle d'état-major est invulnérable? J'y parierais ma réputation. En Tandolo, dès le début, nous on considère tous les deux, mais je crois que c'est le cas de beaucoup de gens, Steed et Tara, ils sont carrément ensemble depuis le début, dès l'invasion des Terriens. Ça nous a été montré, et après ça va nous être remontré tout le temps. Une relation très légère, aussi légère que des bulles de champagne en fait, voilà. Qui là semble justement être beaucoup moins légère. Il y a vraiment un nœud gordien, la War Room. Donc en fait la mission de Tara, ça n'est ni plus ni moins que de percer les secrets de Steed, de rentrer dans la tête de Steed. Ça nous fait penser au travail de Tony Williamson. Dans le visage. Sur le visage, et ça nous fait penser aussi à son épisode culte, Fête de beaux rêves, puisqu'il s'agit toujours de pénétrer dans la tête de Steed et d'en sortir les secrets ou de l'utiliser, etc. Il y a un mariage qui est détonnant dans cet épisode, c'est justement d'utiliser le très intime, le relationnel, la relation de couple, et de l'allier avec les enjeux les plus grands, les enjeux militaires, les enjeux géopolitiques, les enjeux d'espionnage et de guerre froide. Il y a du coup une façon très maligne de créer un lien entre deux échelles différentes. Si Tara utilise à mauvais escient les secrets de Steed, c'est littéralement la fin du monde. Enfin, il y a un rapport très chaud, très émotionnel sur des éléments très froids d'espionnage et de géopolitique. Et c'est ce qui rend cette mission très incarnée et très bouillonnante, justement, je trouve. Il va y avoir les photos qui vont être développées de la War Room, ça aussi on peut en parler, mais quand Steed met la main sur ces photos qui sont cachées sous le tapis, on peut dire que sa réaction, il est loin d'être admiratif devant l'exploit de Tara. Il se sent vraiment mis à nu et pas sous son meilleur jour, on va dire. C'est vrai qu'on peut voir Steed comme étant un peu trahi dans ce moment. Ce qui est intéressant, c'est que la première chose qu'elle fait, elle les met sous le tapis. On conviendra que c'est pas la meilleure cachette, elle aurait pu en trouver une autre, mais cela dit, ça existe en anglais comme en français. Mettre les choses sous le tapis, ça veut bien dire que ces photos, elles lui plaisent pas. Ça doit pas être la solution à son bonheur avec Steed, en fait. Oui, elle se prédestinait quand même à lui offrir lors d'un dîner probablement romantique. Je pense que c'est plus tellement à l'ordre du jour, cette idée. J'avais réussi à les prendre dans la salle de l'état-major et j'étais très contente d'être arrivée à les sortir sans que personne s'en aperçoive. J'allais les remettre à Steed ce soir. On avait fait un pari. Elle explique très bien, c'est un pari que j'avais fait avec Steed, etc. Aubrey Philipson va l'embarquer pour la surveiller chez elle. Elle les donne à Steed, mais si on regarde ce mouvement, finalement, elle les donne à Steed, genre, elle en veut plus, quoi, de ces photos. Le fait est que son pari, elle l'a gagné, mais le résultat, c'est qu'il est pas content, en fait.
Il y a une question d'orgueil, je pense, dans l'échec de Steed. Steed, au début, il vient flexer dans l'appartement de Tara, il vient montrer les muscles avec son château de cartes qu'il arrive à soulever comme ça. Mais en fait, Steed, il commet une grave erreur durant toute cette saison 6, c'est qu'il est persuadé que Tara est moins compétente que lui, qu'elle est plus vulnérable, et en fait, il sous-estime assez régulièrement Tara. C'est le cas, par exemple, dans Miroir, où il va se porter à son secours, alors qu'en fait, elle a absolument pas besoin de lui. C'était le cas depuis tout début, depuis le premier épisode officiel, c'est-à-dire le retour de Clément FNL sur Trop d'indices. La princesse, au final, qui est franchement en danger et qui se sort du merdier toute seule. Quand Sid arrive, c'est juste pour constater les dégâts. Bon, cela dit, ça va être fait très astucieusement parce qu'elle se défend avec des choses qui appartiennent à Sid. Elle utilise son melon, son parapluie et des pommes qu'il lui a offert et son arme, parce que l'arme à feu qu'elle utilise, c'est celle de Steed. Mademoiselle King? Ah, tiens, vous voilà. Bonne journée. Je le prends en vol parce qu'effectivement, cette utilisation des accessoires, qui est un peu la marque de fabrique de Tara King, c'est justement ce qui lui permet, avec ingéniosité, de rentrer dans la War Room, puisque elle a essayé la force, elle n'y est pas parvenue. Et finalement, c'est avec une astuce simple comme le monde, mais finalement très ingénieuse, qu'elle arrive à piéger Steed en amenant 2 appareils photo dans la War Room. Ben, c'est la double face de Tara King, parce qu'effectivement, on pense souvent aux femmes d'action, ce qui a plu aux gens dans Miroir. Là, et comme tu viens de le dire, ça ne marche pas. Tara a vraiment 2 visages. Sa garde-robe a vraiment été divisée entre la tenue de commando, du très masculin, hein, clairement, et puis du très féminin, avec une jolie mini-robe qu'elle a dans la deuxième moitié. La manière dont elle est photographiée pendant l'interrogatoire, c'est double face quand même, hein, très clairement. Et Steed ressent énormément de doutes, mais pas très longtemps. C'est quand Aubrey Philipson nous apprend qu'une femme correspondant au signalement de Tara a été vue à l'aéroport et qu'elle s'est envolée. Le service, ça y est absolument sûr de sa trahison, sauf Steed qui lui réagit en disant non, écoutez, c'est juste pas possible. Ça n'est pas logique, voyons. Elle a pu vous berner, Steed. Vous berner tous. Non, c'est le fait qu'on l'ait vue à l'aéroport. Tara connaît admirablement son métier. Elle est capable, si elle veut, de passer absolument inaperçue. Donc, en fait, au cours de ces épisodes, il arrête de voir Tara comme une débutante. Il arrête de voir Tara comme quelqu'un qui n'est pas forcément aussi capable que lui. Je trouve ça assez intéressant. Ça arrive quand même en fin de saison, hein. Et ensuite, la fin de l'épisode est assez savoureuse. Pour le coup, on retourne dans quelque chose de plus excentrique, puisque Steed reprenant la main, c'est avec ses propres règles du jeu que va se régler cette intrigue. Ça va se régler sur un combat de ring où justement il faut récupérer Tara King, qui a été déshabillée, la pauvre, par le grand méchant. Cette scène finale, alors le combat est très célèbre, hein, il est très amusant entre Steed et Zaroff et Dangerfield. Et Tara, bien qu'elle soit ligotée. Elle reste active façon à vos souhaits. D'ailleurs, ça c'est marrant, c'est aussi un autre scénario de Jeremy Burnham où on la retrouve attachée chez les vilains et puis elle, avec ses jambes, elle arrive. Même attachée, elle dégomme, ça c'est sûr. Ça vient de Catherine Gale, tu sais, dans l'épisode The Medicine Man, les sorciers. Justement, elle est déjà attachée puis elle arrive quand même à donner des coups de botte. Very well with your hands tied behind your back. And a patch over one eye. C'est l'ouverture de la scène, moi, que j'ai toujours adoré depuis que je suis petit, mais qui a vraiment du sens. C'est Steed et Tara qui se retrouvent. Nous, on ne sait pas que Steed est déjà arrivé, on attend qu'elle se fasse tuer. Aurais-je le droit d'avoir une dernière cigarette? Mais vous ne fumez pas. Mon cher, quel ravissant costume. C'est les deux qui se retrouvent. On se connaît bien. Je sais que vous ne fumez pas, c'est bon. Et je sais que vous allez en profiter pour intervenir aussi. Les deux se retrouvent après cet imbroglio où ils se sont fait du mal. Ah, ma chère Tara King, que je n'ai pas soupçonné d'avoir failli à son devoir, ne fût-ce qu'un moment. C'est vrai. Enfin, en plus d'une seconde. Et puis dans cette lignée, on arrive dans le tag. Alors il est délicieusement romantique au mieux, c'est peut-être un des plus osés avec son imagerie pour les esprits les plus coquins. Attendez l'apothéose. En quoi ça consiste? Mais à le boire. Oui, bien sûr, on les voit, on voit les contre-plongées, le visage de Tara en attente de cette chose qui se passe. Pas uniquement l'action, la façon dont tout ça est filmé, la scénographie des personnages et l'allusion au champagne et aux délices qu'il peut proposer, quoi. Ah oui, mais enfin, on avait l'habitude depuis le début, le générique de la saison 5 quand même. Dès qu'on voit Emma, pof, hein, oui, c'est très Avengers. Mais donc, ça veut dire que nos Avengers se retrouvent pleinement. C'est un peu comme le tag du retour des cybernautes. C'est une retrouvaille après la mise en doute de la relation.
Oui, pour mémoire, le tag du retour de Cybernaute, quand vous le reverrez, notez juste que Steed est chez Madame Pell le matin, puisqu'ils s'apprêtent à prendre leur petit déjeuner, et qu'il n'a pas de veste ni de gilet. Ah ben oui, il a dormi chez Madame Pell. Tu as raison, le tag final de Affectueusement Vôtre, bon, il a frappé les mémoires. Beaucoup de gens, je pense, ont reproduit la scène de la fontaine à champagne. Pas forcément en voyant un mal comme toi, Antoine, franchement. On peut le lire aussi en reflet de la War Room, par exemple, parce que là où la War Room est une sophistication de Steed pour quelque chose de très froid, ici on a une sophistication de Steed pour quelque chose de très futile, quoi, les petits plaisirs de la vie. Hein. Quelque chose de très chaud, même, mais enfin, on espère pas le champagne en tout cas. Mais oui, oui, le fait est qu'en plus, il a un plan, ce qui m'a toujours beaucoup amusé. Oui. Oui, mais c'est un côté inventeur qu'a Steed dans cette saison qu'on retrouve dans certains tags. Il construira une fusée en fin de saison aussi, donc c'est un truc qui semble évident. C'est un bricoleur, c'est un inventeur, il va se débrouiller, quoi. Dans Affectueusement Vôtre, on peut parler de deux, trois autres trucs quand même. Moi, je pense à la cabine téléphonique, Antoine, par exemple. Ah oui, c'est un plan iconique. C'est probablement l'image qui reste avec l'image commando de cet épisode. Avec interrogatoire qui a aussi une cabine téléphonique rouge. Oui. Qui sert de passage social chez Mère Grand, c'est l'image iconique de la scène d'introduction du film, qui est scène qui va être coupée au montage, mais qui a été tellement utilisée dans la promotion que c'est un peu celle qui reste. Now, brown cow. On va pas non plus s'étendre sur le film parce qu'on prévoit d'en faire un spécial. C'est vrai qu'ils ont carrément ouvert le film avec ça. La cabine, la fille, la voiture, quoi. Et puis la trahison, hein, puisque on croit à la légende ou pas de Mrs. Peel, donc on a un Steed dans la même posture que le Steed de cet épisode. Le scénariste Macpherson a bien vu Affectueusement Vôtre avant de composer son script. Don Macpherson me semble être plus fan de la saison 6 que des autres. Il y a énormément d'inspiration de la saison 6, d'ailleurs à commencer par la présence de Mère Grand, bien entendu. Moi je voulais faire quand même un petit point sur la saison 6, c'est une grosse production, c'est une excellence de technicien. Par exemple, c'est un épisode où je trouve que les cascadeurs ont le beau rôle. Hein. Dans le combat final, je trouve que c'est une belle mise sur le ring, mise en lumière aussi des cascadeurs. On a Sid, du coup, qui joue Linda. Oui. On a Paul Weston, bien sûr, qui fait Steed, comme d'habitude. Oui, absolument. Et on a Alf Joint aussi qui double. C'est Zaroff qui double, c'est ça? Oui. Et lui, on le connaît puisque c'est celui qui se fait assommer de façon shocking par Sean Connery dans Goldfinger. Oui, enfin, assommé, électrifié même. C'est une star. Hein. On avait des cascadeurs stars sur Chapeau Melon. Certains l'étaient déjà et d'autres étaient en passe de le devenir, comme Paul Weston d'ailleurs. Je note aussi Fred Agerty qui double Dangerfield dans le combat. Oui. Et lui, on le connaît puisque c'est la vieille femme de l'introduction du document disparu. Ah oui. Et on le croise aussi dans L'heure perdue. Enfin voilà, c'est une tête vraiment connue de la série. Et un autre technicien qui est bien mis en avant sur cet épisode, c'est Howard Blake. Ça fait partie des épisodes assez chouchoutés par Howard Blake. Et on peut écouter quelques-unes des partitions de cet épisode. On a des morceaux d'action, des moments de bravoure, et on a aussi des moments d'espionnage, d'infiltration, de regard où les parties se jaugent. Il arrive bien à rendre ce sentiment de doute dans sa partition. Tout à fait. La partition est une véritable partition de film noir, en fait. Elle est très, très
très intéressante. Mais de toute façon, Howard Black fait un magnifique travail sur toute la saison 6, hein. Chaque épisode qu'il attaque. Il ne faut pas oublier que Howard Black était l'élève de Laurie Johnson, en fait. C'était son assistant et Laurie Johnson lui a fait confiance et il n'a pas eu tort. Mais il travaillait chaque épisode comme on travaille un film, en fait. Il lui donnait une identité musicale. Mais c'était pas évident de faire une identité musicale marquante sur un épisode comme celui-ci. Ensuite, la musique qui accompagne ce grand combat final avec tous ces cascadeurs dont on a parlé est une musique très guillerette, très légère. On est dans une scène d'humour, c'est une bagarre humoristique, en fait. C'est la musique de jeu, hein, de la bagarre finale de jeu. Donc et là, il n'y a pas de nouvelle composition, on retrouve un classique. D'ailleurs, c'était une musique d'action, c'était Action Sequence, je crois, le titre de la musique, et c'était à la base composé pour Miroir, mais ils l'ont pas utilisé pour Miroir. Donc... Oui, peut-être qu'elle était supposée accompagner le combat final de Miroir. Oui, dans le phare, là, avec le télescope. J'ai jamais essayé de la synchroniser pour voir si... On notera quand même que moi, c'est un petit défaut que j'ai sur l'épisode, c'est que des fois, la musique de Howard Black est très mal mixée par rapport au montage final. Et moi, à l'occasion, c'est un truc que j'aimerais bien mettre le nez dedans, de repartir de la partition de Howard Black et essayer de remixer certains passages, parce qu'il y a plein de morceaux qui sont pas utilisés dans la partition de Blake, sur Je vous tuerai à midi notamment. Et ce serait intéressant de remonter les séquences avec ces morceaux qui sont pas utilisés ou parfois un peu mal utilisés, je trouve, dans l'épisode, un peu trop répétitifs ou qui se coupent de façon trop brutaux. Voilà. Antoine, je sens que tu vas nous recréer les saisons les unes après les autres. On n'est pas sorti de l'auberge. La différence de cette saison 6 par rapport aux autres saisons, mais ça on en parlera une autre fois, c'est que la partition de Howard Blake, elle a été imprimée sur CD, tout simplement. Donc en fait, on n'a pas la partition complète de Laurie Johnson pour les saisons 4, 5 et New Avengers. Ce qui est tout simplement scandaleux, hein. On parle tout le temps des DVD ceci, DVD cela, mais le fait qu'on n'ait pas des très beaux coffrets de chaque saison en CD, c'est juste honteux, parce que ça devrait être sur les plateformes, en fait, aussi. Voilà. On sait que ça existe, hein. On sait qu'il y a des archives. Ça existe, aucune de ces archives n'a été perdue, donc vraiment, il faudrait, et même retravailler l'album Tara King sur lequel il y a des petites erreurs. Oui, il manque des épisodes, il manque Love All. Il y a deux choses dont j'aurais voulu quand même qu'on parle. C'est la première, c'est que l'épisode va être compliqué à tourner parce que Linda Thorson arrive en retard le 30 décembre. Oh, la vilaine! Visiblement, elle a passé le réveillon un peu en avance. Au lieu de se présenter à 7h15 comme il était prévu, elle arrive à 10h40. Donc le temps de la maquiller, de la coiffer, etc. Elle sera pas disponible avant 12h15. Et donc du coup, ils vont se prendre un jour dans la vue, quoi. Ça, c'est très intéressant, je trouve, parce que c'est noté par le chef de plateau à 8h du soir, en fin de journée. Ils font le point sur ce qui est arrivé, sur ce qui va, sur le métrage qui a été filmé, ce qui va pas. Mais là, c'est noté immédiatement. Miss Thorson arrive à telle heure. Il y a 2 heures de coiffure, de maquillage. Ben oui, pour ressembler à Tara King, dites-vous que, et c'était pareil pour Emma Peel, hein, il faut 2 heures pour qu'elle ressemble à ça. Ils ont perdu beaucoup de temps. Et c'est là aussi qu'on voit le luxe de la série, c'est que ça ne se voit pas du tout à l'écran parce qu'ils ont dû rajouter, s'il fallait un jour de plus, ils le rajoutaient, en fait. Oui, mais en fait, ça a dû se répercuter sur les épisodes suivants. En tout cas, c'est ce qu'ils mettent dans la description, que du coup, elle pourra pas commencer le suivant. Alors, est-ce que c'est Pandora ou Haute Tension en temps et en heure, donc elle arrivera un petit peu plus tard sur ces épisodes-là. Ça a obligé à revoir le planning de tournage avec elle. Une dernière chose dont j'aurais voulu qu'on parle avant de passer à notre courrier des auditeurs, c'est la programmation française et le succès de la programmation française de cet épisode. En octobre 70, ce qui est génial, c'est que tu as retrouvé Antoine, il y a très peu de temps d'ailleurs, parce qu'il faut le dire, l'agent Antoine, il est génial pour faire des recherches. C'est franchement, il nous a retrouvé l'audimat en fait de l'époque. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est génial. C'est le meilleur de la télé française en fait. Elle fait des audimats, la série, qui sont du niveau le journal du déjeuner ou le journal du soir ou l'émission la plus populaire. Ce jour-là, Chapeaumont fait 29%. C'est colossal en fait, hein. En dessous, toutes les autres émissions tombent à moins de 10%. À l'époque, quand on parlait du succès de la
série, c'était pas n'importe quoi. Ça explique peut-être les couvertures de magazines cette année-là, le fait que Paris Match mette Linda Thorson à la une en janvier 71, juste à la fin de la série. Et ce qu'on peut ajouter sur ces fiches d'audimat, il y a aussi des sondages sur est-ce que les gens ont aimé l'épisode ou pas. Donc on peut reconstituer des petites notes pour chacun de ces épisodes à l'époque. Affectueusement Vôtre est très apprécié, hein. Mais globalement les épisodes sont très appréciés. Il n'y en a aucun qui est noté en dessous de la moyenne. C'est aussi intéressant d'avoir ces résultats-là. Malheureusement, les archives de l'ORTF sont partielles et lacunaires, donc on a ces chiffres que pour la saison 6. Voilà. Oui, malheureusement, c'est vrai, oui, on le regrette. Mais je suis pas tout à fait sûr qu'ils étaient aussi pointus en 67, en 68. C'était les débuts de l'audimat, en fait. On était vraiment au début du truc. On pourrait dire encore plein de choses. On s'est noté plein de détails, mais ça va être beaucoup trop sur Affectueusement Vôtre. Mais maintenant, on vous a donné des lunettes de décodage. Regardez l'épisode en pensant comme ça, en pensant, mais qu'est-ce qui se passe entre Steve et Tara? Régalez-vous bien à revoir cet épisode qui, pour nous, fait partie du best de la saison. Oui, des meilleurs de la saison. Et voilà, ça fait partie des très bons Tara. On passe à notre courrier des auditeurs. Vous avez reçu de bien jolies cartes de Noël. Vous ne voulez pas les ouvrir? Aidez-moi, voulez-vous? Je languis de vous, Tara. Je vous enverrai une carte postale. On avait déjà envoyé une de Naples. Avant des journées superbes, Tara. Je déclare force, autrement je vais perdre l'appétit. Il y a une chose qu'on doit dire tout de suite, c'est que vous avez été très présent sur notre épisode consacré aux New Avengers et que vous avez abondamment commenté cet épisode, donc on vous en remercie chaleureusement. Du coup, ça va être l'occasion de vous répondre, de vous apporter plein de précisions, plein de détails. On va commencer par remercier quelqu'un, c'est Thomas Brio, qui nous dit « J'ai un petit portrait de 2 minutes 30 de John Lumley diffusé sur TF1 avant la diffusion de la série. » Notre clap cette semaine applaudit l'émotion devant la nouvelle conquête de chapeau melon et bottes de cuir. Ce garçon a réussi à conserver un petit documentaire sur Joanna Lumley qui était diffusé en 1979, le jour d'ailleurs où était lancée la saison 2 des New Avengers. Moi, je suis Joanna Lumley. Je vous perdis dans Chapeau melon et bottes de cuir. Je le remercie grandement. Moi, je me souvenais très bien de ce documentaire. Il est superbe. Les photos qui sont dedans, on les connaît pas, elles sont inédites. Et puis, oui. Joanna Lumley, il parle très bien français. Enfin, merci beaucoup d'avoir sorti ça. C'est exactement le genre de bonus qu'on aimerait retrouver pour un coffret New Avengers. Même pour la diffusion sur Madeleine, c'est des choses qu'ils pourraient mettre en bonus. On vous voit beaucoup faire de la motocyclette, faire du karaté, du judo, vous battre. Est-ce vous-même ou vous êtes fou fait doubler? Presque toujours moi-même, mais pas dans motocyclette parce que je ne peux pas conduire ça. Je prends le suivant parce que pour le coup la remarque m'est directement adressée. Subversus qui met pour information TF1 est né le 6 janvier 75 de la destruction de l'ORTF par le félon Giscard. Sinon vous êtes géniaux. Bah merci déjà. Oui en fait c'est moi qui ai dit une bêtise parce que j'ai dit que TF1 s'appelait la Une à l'époque mais c'est pas du tout le cas. Bon moi j'ai pas connu les changements de TF1 donc vous m'excuserez. Tu sous-entends que moi je les ai connus, c'est ça que tu veux dire? Non, c'est pas du tout ce que je sous-entendais. Je me suis trompé parce que il y a eu des pubs qui ont été faites avec il y en a qu'une, c'est la Une autour des New Avengers. Pour être smart, sans être british, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une, c'est la Une. C'est la Une. Et je pensais que c'était la première diffusion, donc c'est pour ça que j'ai fait cette erreur. On fait un joli clin d'œil à la discussion qui a suivi sur les présidents de la Ve République. Alors ça, c'est absolument délicieux et du moment que vous restez civilisés, ce qui est le cas, nous n'interviendrons pas et vous pouvez continuer à discuter sur la chaîne YouTube. De toute façon, la seule chose qu'on peut apporter sur ces hommes politiques, c'est que... Je l'imagine en plastique, ce politicien. Oh bah oui, ils sont tellement interchangeables. Frank James, qui commente souvent, nous dit qu'il y a une référence à Starkey Hutch très transparente dans l'épisode le S95, où les deux policiers se la jouent pour coller à l'image des flics à l'américaine, avant que leur voiture termine dans le décor. Hey! Tiens, voilà le genre de mouvement que j'aime regarder. Bravo à Frank James, je le remercie, j'avais complètement oublié, mais c'est vrai que là c'est plus qu'un clin d'œil, quoi. Oui, bah ça irait avec mon côté la moquerie de Starkey et Hutch. Alors l'idée aussi qu'il évoque dans le baiser de Midas, Purday et Gambit parlant du trésor de la Sierra Madre, ça serait pour détourner l'attention du fait que l'épisode ressemblerait beaucoup plus à Goldfinger en fait. Oui. Ouais, peut-être que c'est un peu tordu ça, mais
Oh non, le façon- méchant est quand même, mais pas l'intrigue, on est d'accord, hein, C'est pas l'intrigue, voilà. Ça doit être délirant 83-83. Je ne sais pas qui se cache derrière, mais c'est peut-être quelqu'un qu'on connaît sur Facebook. C'est sur l'anecdote Farrah Fawcett que je tique. Le pilote de Drôle de Dame a été diffusé aux États-Unis fin mars 76. Il met beaucoup plus en avant Kelly et Sabrina que Jill. Farrah Fawcett. Le premier épisode a été diffusé en septembre 76 et vous appuyez sur le fait que Clément tenait à une coiffure à la Farrah Fawcett pour Sapper Day. Le premier épisode des New Avengers a été diffusé en octobre 76. Je ne connais pas sa date de production, mais je présume qu'il a été au moins un mois avant, donc bien avant. Ce qui laisserait entendre qu'une Fawcett mania s'était déjà abattue au set au cours de l'été 76. Ah ben, la réponse est oui, en fait, mais c'est même pas de l'été, c'est dès le début de l'année. Je parle de ça, c'est parce qu'en fait, j'ai eu l'occasion, je vais le faire en 2 mots, de rencontrer quand j'avais 20 ans, c'était en 1980, 81 à peu près, je sais plus, Brian Clément, et j'ai beaucoup parlé avec lui évidemment de la série. Sur les New Avengers, je me souviens très bien de ce qu'il m'avait dit, c'est lui-même qui m'avait demandé si j'aimais les Drôles de Dames et tout, je lui avais dit que non, je trouvais ça nul, je pense plus du tout les mêmes manières, j'aime beaucoup, mais à l'époque, je disais c'était very poor, et il me disait mais non, c'est sympa, il y a plein de côtés Avengers dans les Drôles de Dames, et il m'avait expliqué à ce moment-là, vous savez, Farrah Fawcett a été une des influences pour le personnage de Purday. Sur l'instant, j'avais pas tiqué parce que j'ai pas la culture que j'ai aujourd'hui, mais c'est vrai que plus tard, je m'étais dit, mais pourtant, les Drôles de Dames, elles arrivent après les New Avengers. Ensuite, on a compris ce qui s'est passé cette année-là. Déjà, on parle des Drôles de Dames dès la fin 1975, et l'agent Antoine nous a trouvé des coupures de presse. C'est annoncé en octobre. Hein. Le casting est prêt. L'épisode pilote qui dure 1 heure et demie, pour le coup, lui, vraiment, a dû commencer en 75, je pense. Un léger détail qui est très important là-dessus, c'est que Aaron Spelling, le producteur des Drôles de Dames, et Brian Clements sont potes, en fait. Depuis les années 60, ils se connaissent bien parce que Aaron Spelling est fan des Avengers. Il a essayé d'avoir Honor Blackman pour une série. Il essaye de faire ses Avengers depuis très longtemps. Et avec les Drôles de Dames, il les tient, en fait. Je suis sûr qu'il a dû montrer le pilote à Brian. Il n'y avait même pas besoin de ça, parce qu'au début de l'année 76, il y a une maison d'édition qui décide de sortir un poster de Farrah Fawcett. Alors, Farrah Fawcett, à ce moment-là, elle n'est pas connue comme une actrice. C'est un mannequin, elle est modèle, elle est dans 2 publicités qui tournent partout. Et évidemment, pour les cheveux, il y a une publicité de shampoing et il y a une publicité de dentifrice. Je crois que c'est Ultra Bright avec le grand sourire, la rose entre les dents. Ce poster qui est édité, à mon avis, pour les fêtes de Noël 75, va faire un tabac sur toute l'année 76. Donc non, en fait, quand ils attaquent les New Avengers, quand ils choisissent Joanna Lumley plus exactement en mars 1976, Brian Clements, il connaît vraiment bien Farrah Fawcett, sa tête, sa coiffure, son allure, etc. Et c'était ce qu'il voulait, c'était une Farrah Fawcett anglaise, ça veut dire plus élégante en fait. Bravo. J'avais dit que je ferais court, bon, j'ai pas fait court, mais je remercie à Ted et Liran d'avoir évoqué ça parce que c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Puis c'est vrai que nous aussi, en face de la chronologie, on s'est dit, bah attends, oui, ça colle vraiment ce qu'il nous dit? Parce que bien sûr, il y a ce que nous disent les protagonistes, les acteurs de la série, mais on essaye toujours de faire coller ça aux faits, quoi, et des fois ça marche pas toujours. Donc bon. Je vais attaquer la suite avec un commentaire de Christophe Bassou. Notre cher Christophe. Qui dit, en France, la diffusion du Baiser de Midas sur la première chaîne a été gravement concurrencée par la diffusion sur la 2 du Clan des Siciliens avec Gabin et Delon. Ce à quoi Ted Délirant, qui avait pris part aux discussions juste avant, dit également que le dernier des cybernautes était confronté à la planète des singes, donc le premier New Avengers, sur FR3. Donc, ce qui expliquerait aussi ça, alors, moi, je l'ignorais. C'est le genre de truc qui est très intéressant. D'ailleurs, on pourrait s'amuser à chercher à chaque fois ce que les épisodes en prime time, en diffusion prime time, ont eu comme concurrence. Donc, je remercie Christophe et Ted de nous avoir sorti ça parce que c'est très intéressant. Effectivement, c'était un coup dur pour le départ des New Avengers en France, en plein milieu des fêtes de Noël, de se prendre ces 2 molosses en face. Ils ont dû faire un climat décevant, c'est évident. Oh, les fous! Je vous hais! Soyez maudits jusqu'à la fin des siècles! Christophe Bassou nous ajoute que je disais qu'il n'y avait aucun lien entre les thèmes des New Avengers et des Avengers originaux. Pour Christophe Bassou, la musique des New Avengers pourrait être une réminiscence d'une musique additionnelle de Fête de Borel. Alors je pense que tu penses à ça, Christophe.
Bon, c'est un peu ténu quand même, mais oui, c'est intéressant et ça montre qu'un compositeur redigère toujours son travail et pourquoi pas. Pourquoi pas? En tant ça- que spécialiste de la musique pop, je suis pas tout à fait sûr que Laurie Johnson ait eu besoin d'avoir des réminiscences de Fête de Beaux Rêves pour composer le générique des New Avengers. On a aussi Catherine Vincent qui nous met super podcast comme d'habitude, merci beaucoup, qui a une signification particulière pour moi car c'est la série qui m'a fait découvrir Chapeau melon et bottes de cuir lors de la première diffusion de ce qu'était déjà la 6e série chez nous en 1977. Eh oui, je pense que l'aspect nostalgique, le fait que ce podcast ait été abondamment commenté, correspond à des souvenirs d'adolescents, de passage à la télé, je pense, pour beaucoup de gens. Écoute, j'imagine que Catherine, que je salue au passage, et moi, on doit avoir des âges assez proches, et donc oui, cette nostalgie, moi, je la comprends très très bien. Pour terminer, on a Fred. Alors, comme d'habitude, on a toujours quelque chose de Fred quand même. The New Avengers est, comme vous l'avez dit, le fruit d'une production totalement indépendante des Avengers. Je suis toujours demandé comment les nouveaux producteurs avaient pu récupérer les droits sur le personnage de John Steed, ainsi que sur les cybernautes. Et je ne parle même pas du stock shot d'Emma Peel dans Le Long Sommeil. Avez-vous des infos là-dessus? Je comprends très bien qu'on puisse se poser cette question, mais en fait, il n'y a pas de question. Les droits des Avengers, ils appartenaient à la chaîne de télévision. ABC n'était plus ABC, c'était devenu Thames Television. Comme ce sont Clément et Fenel qui ont été contactés par les Français, Clément et Fenel ont tout de suite dit, écoutez, on a l'argent pour produire, mais les droits, c'est la chaîne qui les a. Et donc la chaîne, elle a été immédiatement enthousiaste, quoi. Il n'y a pas de souci. En plus, on leur demande même pas de dépenser de l'argent. Enfin, pas trop, parce que je pense qu'ils ont dû coproduire un petit peu, mais pas beaucoup. Non, il n'y avait pas de problème de droit. Puisqu'on est resté chez les mêmes ayants droit, la même chaîne de télévision, même si elle avait fait peau neuve entre-temps. Ce qui est plus important, c'est de savoir que Fenel, Clément et Laurie Johnson ont fondé une boîte de production pour protéger leurs droits, eux, parce qu'ils auraient pu se faire mettre de côté, en fait. Carrément, la chaîne aurait pu dire « Ah bon, les Français ont de l'argent, mais on va le faire avec d'autres, hein, et pas vous. » Et donc, ils ont monté une structure pour protéger cette situation, en fait. Voilà. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que les choix de distance avec la série originale sont des vrais choix et non pas des choix induits par des problèmes de droit. Ah oui, non, pas du tout. Joris, il y a beaucoup de personnes qui voulaient savoir ce que Linda Thorson t'avait répondu dans sa lettre. Donc voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que ça intrigue pas mal d'auditeurs. Oui, alors il se trouve que Linda Thorson a répondu à ma lettre et a écrit spécialement sur la feuille vide que je lui avais laissée. Et elle m'a dit « Salut Joris, c'était une lettre absolument géniale que tu m'as écrite. John Bryce était mon héros. J'avais une foi entière et complète en lui. Cependant, les gens au-dessus n'approuvaient pas et il a été viré. Je n'ai pas connaissance d'épisodes qui n'ont point été montrés. Porte-toi bien, Linda. » Merci d'avoir comblé cette curiosité du public. Bon, je crois que sur ce, il est l'heure pour nous de nous soumettre à l'interrogatoire de Joris. Ah, alors voilà, préparons-nous pour les questions de Joris. Et maintenant, le quiz de Joris. Bonjour Joris, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui pour un quiz de Joris spécial Tara King, mais avant, il va falloir qu'on donne la bonne réponse au précédent quiz. Alors, la question précédente... Quelle référence à Marilyn Monroe y a-t-il dans les épisodes Bryce? Il y a une réplique. Merci à Fred Abrashkov d'avoir trouvé la bonne réponse. C'est dans une scène nouvellement filmée sous l'ère Clemens, dans Un dangereux marché, qu'il y a la référence « Les hommes préfèrent les blondes, meilleure cible ». Les hommes préfèrent les blondes, meilleure cible. En référence au film « Les hommes préfèrent les blondes » avec Marilyn Monroe. Félicitations Fred, bravo. Bravo Fred et bravo Joris pour cette question. Alors aujourd'hui sur Affectueusement Vôtre, est-ce que tu as des questions qui sont liées de près ou de loin à la salle de l'état-major? On va commencer par toi, cher Antoine. D'accord. Qui dans cet épisode est sous le charme de Steed? Pour Gladys? Ah, je sais pas, il faut développer. C'est Gladys qui trouve Steed tout à fait charmant. D'autant plus qu'il lui fait gagner de l'argent, donc j'ai plus son nom de famille qui lit sur les lèvres. Madame Culpepper, oui, mais surtout après, elle nous apprend quelque chose. Moi, je sais, hein, elle dit, Gladys Culpepper dit Steed lui rappelle son grand-père. Quel homme charmant, ce monsieur Steed. J'ai connu son cher grand-père jadis. Il était beau comme un dieu.
Bravo mes enfants, tous les deux. Bravo Eric, du coup. Non, bravo Antoine aussi, tu as trouvé. Bon, bah, on se partage ce point. Bon, on se partage un point. Voyons pour le suivant. Il y a un lieu connu dans cet épisode, enfin un des lieux qui revient et qui est assez emblématique des derniers Tara King. Quel est ce lieu? Ah bah, c'est compliqué ça. Enfin, c'est évident que c'est Primrose Crescent qu'on voit beaucoup dans l'épisode. Ouais, mais il y a un autre lieu, en tout cas c'est à Moi, l'intérieur. j'ai une autre idée. C'est la Oui. crypte, qui est celle de l'homme en sommet. Le garage. Ben oui, le garage qu'on reverra dans Requiem. Oui, t'as raison. Le parking. Bon, ben, je me suis fait avoir. Dans quel autre épisode de la période Tara King avons-nous des clichés ressemblant un peu à ceux pris par Tara de la salle de l'état-major? Je crois que j'ai la réponse, en tout cas. Moi aussi. C'est quoi? Ben, moi, je dirais le document disparu. Oui, moi C'est aussi. ça. Ça serait sympa d'avoir gardé ces paquets de photos, c'est des accessoires, en fait, de tournage. Ben, là, il faut une question pour le public, alors il faut être très précis. Et maintenant, messieurs, dames, une question venant du cœur, puisque la dernière fois, nous avons parlé avec Eric et Antoine des 12 premiers Tara King. Il y a bien une fois, véritablement, où Steed et Tara se sont fait avoir et ils ont mordu la poussière. Il y a un épisode, messieurs, dames, dans la période King, où un méchant, et je dis bien un vilain, quelqu'un qui tue, s'en sort. On ne le voit pas se faire attraper, arrêter, aucune autre mention. Dans quel épisode, messieurs, dames, King, un méchant disparaît comme ça, se volatilise, plus de nouvelles, etc. Il s'en tire parfaitement. Eh ben merci Joris pour ce quiz. Et avant de nous quitter pour aller boxer sur un ring, est-ce que on aurait des petites recommandations? Moi je peux peut-être commencer parce que j'en ai une et je suis très content, même si je n'ai pas encore le produit entre les mains. C'est Les Diaboliques de Clouseau qui ressort en version 4K, restauré Blu-ray, enfin tout le tout team avec plein de bonus. Enfin j'ai l'impression que le coffret a l'air très très beau. Avec Sharon Stone et Isabelle Adjani, c'est ça? Non. Moi, je connais que le film de Jérémia Chechik. Hein. Ah non. Non, je plaisantais, bien entendu, car c'est une super recommandation que nous fait Antoine, Les Diaboliques étant un chef-d'œuvre du cinéma français, évidemment. Bah moi j'adore Clouseau et c'est vrai que le film était pas disponible, je crois, en haute définition jusqu'à présent. Donc ça fait plaisir de le voir débarquer dans ce format, surtout qu'il y a un travail du noir et blanc. Il y a toute une dimension de complot aussi dans Les Diaboliques, puisque c'est une femme qui va se retrouver avec un corps d'homme, et donc bon bah qu'est-ce qu'elle va faire de ça pour faire le lien avec notre épisode du jour. Donc je vous recommande Les Diaboliques et vous chercherez parmi les figurants le jeune Johnny Hallyday. Ah oui, c'est vrai que Johnny fait partie des élèves, mais Johnny c'est un enfant de la balle, hein, il faisait plein de trucs enfant. Je me souviens très bien des photos dans Télé 7 jours et de mes copines qui l'avaient vu la veille et qui le lendemain me disaient « Oh mon Dieu, c'est horrible, on a eu peur ». Un film qui les avait terrifiés à cause de la scène de Paul Meurice, bien sûr, la baignoire, tout ça. Bien sûr, à ne pas spoiler, mais oui, Et bien sûr. donc, Ouais. évidemment que c'est un film qui a été important dans cette catégorie. Ce n'est pas une histoire de fou, c'est une histoire diabolique. Une baignoire, diabolique. Un costume d'homme, diabolique. Une malle en osier, diabolique. Alors moi, je vais pas vous recommander un film parce que je n'ai pas trouvé de thème sur la trahison. Et il y a un très joli site internet que je vous invite à aller visiter sur Chapeau Melon et Bottes de Cuir. Et d'ailleurs, son nom, c'est Chapeau Melon et Bottes de Cuir. L'esthétique du site est très soignée, il est très joli. Alors, je sais pas du tout qui sont les personnes qui ont fait ce site. J'imagine qu'ils sont plusieurs. Ça, c'est mystère. Hein. Un grand mystère, mais en tout cas, ils ont été adorables avec nous. D'abord, ce qu'ils font est très bien. Ce que j'en ai vu, je trouvais ça très sympa. Et surtout, ils nous ont fait une fiche sur notre émission, et je dois leur dire un grand merci pour cette critique sur notre travail. C'est vraiment très gentil. Et on était très surpris de voir cette page, et donc c'est très gentil. Donc on vous renvoie à l'ascenseur, et puis bravo aussi à vous pour votre travail, parce que ça semble aussi très pointu et très riche en ressources. Donc voilà, oui, absolument. On a plaisir de voir ce site fleurir. Et puis peut-être à l'occasion d'en parler avec vous dans un épisode, j'en sais rien. Il faudrait déjà qu'on sache qui vous êtes. Oui, absolument. Parce que là, c'est vrai qu'on est un peu dans les services secrets quand même. Hein. C'est signé affectueusement G. Oui, affectueusement vôtre G. Ah, on va terminer là-dessus.
C'est drôle parce que Antoine pensait, mais c'est parce qu'il est très jeune, que Affectueusement Vôtre, le titre de l'épisode, est un clin d'œil à la série Affectueusement Vôtre. Eh ben oui. Et en fait, non, parce que Affectueusement Vôtre, la série, n'était pas encore née quand cet épisode a été doublé par les Français en 1969, en fait. Ben, j'étais persuadé que c'était, comme on a des petits clins d'œil récurrents à des séries du même moment, j'étais persuadé que celui-ci faisait un petit clin d'œil à Amicalement Vôtre. Et là, c'est au moment de regarder les dates que j'ai fait, en fait, non, c'est pas possible. Et en fait, c'est même plutôt l'inverse. Est-ce que, au moment de trouver le titre Amicalement Vôtre, qui n'a rien à voir avec The Persuaders, qui est le titre original, est-ce qu'ils auraient pas, parce que c'est probablement la même équipe qui faisait les traductions, certainement. Est-ce qu'ils se sont pas dit, tiens, est-ce qu'on avait ça et ça marchait bien, donc go. Oui, je pense qu'il y a plus de chances parce que ça s'est passé en très peu de temps. Il y a 1 an d'intervalle entre les deux, je pense, 1 an et demi. Ah oui, Affectueusement Vôtre, c'était bien, parce que The Persuader, c'est vrai qu'en français, ça donne rien du tout. Sur ces recommandations, nous vous disons au revoir et à très bientôt. À très bientôt. On vous prévoit un programme spécial pour l'été. C'est pas le moment de vous l'annoncer tout de suite, mais voilà, on sera présent tout l'été, rassurez-vous. Et voilà, donc d'ici là, passez une très belle semaine et à bientôt pour un nouveau podcast de On a besoin de nous. Au revoir Eric et à bientôt. Eh bien, au revoir Monsieur Steed.